La dernière série pour ce soir, Boston Celtics face aux Atlanta Hawks, l'illustration signée Jordan, cofondateur de QI Basket s'il en est. Comme d'habitude, je vous affiche l'illustration parce que on a des graphistes talentueux chez QI, il faut savoir les mettre en valeur. Une série donc qui opposera le second aux membres du play-in, aux rescapés du play-in, les Atlanta Hawks. Les Celtics, Jérémy, est-ce que tu as eu l'occasion un petit peu de voir l'équipe jouer cette saison ? C'est peut-être une des très grosses équipes de la ligue, peut-être avec les Bucks, l'équipe qui est la plus en vue en termes de contender pour le titre. Est-ce que tu as pu un peu voir les Celtics ? Est-ce que tu peux en parler ou tu me laisses la main sur ce coup ? J'ai beaucoup regardé les Celtics en début de saison et je les trouvais vraiment effrayants. C'est-à-dire que il y a quand même toujours un risque de partir aussi fort qu'ils l'ont fait avec une attaque qui était incontournable dès le début de la saison, à tel point d'ailleurs qu'ils n'avaient pas besoin de défendre énormément, mais ils étaient vraiment sur un engagement physique et une adresse assez impressionnante. Ils avaient vraiment tout d'un champion en titre à ce moment-là. Comme tu disais tout à l'heure, ça fait partie des équipes qui sont un petit peu relâchées sur la dernière partie de saison et dont on peut se dire au moment de la preview, est-ce que finalement ils sont pas un petit peu down par rapport à ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient mieux géré le cours de leur année. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ils ont tellement de profondeur et le travail qui a été fait cet été est tellement impressionnant. C'est-à-dire qu'ils avaient une équipe qui avait fait les finales et tu rajoutes Malcolm Brogdon, tu vas chercher des role players un petit peu pour te donner un petit peu plus de profondeur en saison régulière. Et il y a des joueurs qui sont montés à un régime toute l'année. On a vu Derrick White, on a vu, comme d'habitude, Jason Tatum et Jalen Brown excellents. Et donc, ils arrivent au moment des playoffs en s'étant plutôt bien gérés et avec un jeu qui est extrêmement basé sur l'adresse à 3 points, mais qui n'a pas vraiment connu de moments faibles dans la saison. Et en tout cas, il donne l'impression d'être vraiment un des gros favoris pour le titre avec les Bucks qui, eux, au contraire, sont montés un petit peu en régime plus tard. Et donc, normalement, on s'attend normalement à une finale de conférence assez solide. Ils ont eu un retour sur terre à un moment à 3 points, parce que collectivement, ils étaient sur une adresse à 3 points hallucinante en début de saison, qui était due aussi au système de jeu, qui était vraiment parfait. Moi, j'ai beaucoup les additions de Brogdon et de White, qui étaient déjà là la saison passée, mais je le disais déjà la saison passée. Et là, d'avoir en plus Malcolm Brogdon, je trouve que les deux sur les lignes arrière et pour aussi servir de connecteur ou de meneur, plus ou moins en tout cas de playmaker, je trouve que vraiment c'est deux superbes additions. Et puis après, comme tu le dis, il y a eu un petit peu cet effet où j'ai l'impression que du coup on les voit peut-être un petit peu en deçà des Bucks ou au même niveau des Bucks, alors que c'était le rouleau compresseur auparavant, parce qu'il y a eu un peu cette gestion de fin de saison. Je trouve aussi que Jason Tatum et Jalen Brown ont un petit peu baissé de niveau aussi au fil de la saison. Je trouve que notamment Jason Tatum, le pull-up à 3 points, un peu en deçà sur la fin de saison. Donc il va falloir aussi vérifier qu'il puisse retrouver son rythme à 3 points sur l'extérieur Tatum. Alors que Jalen Brown, l'efficacité de toute la saison, ça a été en dents de scie, on va dire. Moi, je trouve que à la limite, en fait, j'estime tellement le jeu d'équipe et tellement les roleplayers ont été très bons. Je mettais dans le conducteur de manière un peu provocatrice. Est-ce que la faiblesse la plus évidente en termes de plafond pour l'équipe, ce serait pas finalement le niveau et l'irrégularité de ces deux superstars? Je sais, c'est un petit peu provocateur, mais je trouve qu'il y a un peu de ça, mais c'est surtout témoignage du très haut niveau collectif qu'ont eu ces Celtics, qui, je le rappelle, est pour un petit peu de stats, parce que je sais qu'on aime ça ici, d'autant plus maintenant que, comme le disait Guillaume, le chat QI est devenu le Discord du Basket Lab, une des rares équipes qui a fini top 10 offensive rating, top 10 defensive rating, avec 118 points, 3 pour l'offensive rating, ex-aequo avec Philly et Denver pour les 3e places dans la ligue. Et puis, du côté 3e également, du côté défensif, ex-aequo avec les Bucks, avec 111,5 points encaissés sur 100 possessions. Et une petite stat intéressante que j'écoutais dans le podcast de Ben Taylor ce midi,
face au top 10, face aux équipes top 10 de la ligue, c'est la meilleure défense et la meilleure offense, tout simplement, avec un net rating de plus 6 qui est dans les metrics du coup de Ben Taylor, excellent, voire historique. Et Denver est second à plus 3, donc il y a un sacré gap vis-à-vis des équipes du top 10, et ça n'envisage que du bon du coup pour ces playoffs du côté des Celtics. Les Hawks, est-ce que ça t'inspire quelque chose? Les Hawks, assez classiquement, moi j'ai envie de dire, dans l'identité de l'équipe, une top 10 offense sur la saison, 9e ex aequo avec Utah, 116.3 points marqués sur 100 possessions, et une défense bottom 10, top 20, 21e sur Cleaning the Glass, 116.3 points encaissés sur 100 possessions. Une identité finalement qui suit un peu l'historique de la franchise, et peut-être une déception vis-à-vis de l'offense avec l'arrivée de Dejounte Murray. Est-ce que tu veux un petit peu en parler ou tu me laisses continuer mon monologue classique? Vas-y, je te laisse continuer. Et ben c'est parti. Ouais, je disais, moi je trouve une petite déception avec Dejounte Murray, alors qu'on pouvait un petit peu attendre. On faisait partie de ceux qui n'étaient pas forcément très optimistes, ou en tout cas on avait un petit peu questionné ça. C'était une offense très stéréotypée en début de saison. Nate McMillan oblige, ou en tout cas n'aidant pas. Et on se retrouvait finalement avec un duo peu complémentaire offensivement, avec un mouvement off-ball limité de l'un et de l'autre. On pense beaucoup aux séquences de Trae Young tout seul dans le corner. Même pas très efficace d'ailleurs sur le catch and shoot. Et donc du coup, qui vraiment avait une offense pas terrible, même globalement d'ailleurs. Avec Nate McMillan peu inspiré, qui du coup se faisait mettre à la porte au profit de Quinn Snyder, l'ex-coach du Jazz, qui depuis a influencé certains changements, notamment du côté du rebond offensif. C'était déjà une bonne équipe, les Hawks, dans le rebond offensif. Ils étaient dans la moyenne haute, 12e ou quelque chose comme ça, il me semble. Je dis ça de mémoire, donc il faudrait revérifier, mais c'était à peu près ça. Et ils ont vraiment mis l'accent là-dessus depuis l'arrivée du coach, et depuis son arrivée, ils sont 4e grâce au rebond offensif, et donc du coup, peuvent un petit peu plus jouer le jeu des possessions, d'autant plus que c'est pas une équipe qui perd beaucoup de ballons, donc Atlanta. Donc du coup, il y a ce petit changement qui est intéressant, un changement qui a été parfaitement illustré, on en parlait tout à l'heure, dans le play-in face à Miami, avec énormément de rebonds offensifs qui leur a permis, au moment où peut-être Miami faisait un push, de maintenir cet écart, et même avec peut-être une offense qui perdait un petit peu d'efficacité, finalement réussissait à se maintenir, à maintenir cet écart et à affleurer devant sans être trop inquiété malgré tout. Alors moi j'avoue que cette série, j'ai eu un petit peu moins de temps pour la bosser. Néanmoins, la première des choses que je notais, c'était, comme clé, j'en ai un petit peu parlé, c'était la bataille au rebond offensif, parce que je disais que les Hawks faisaient vraiment un boulot à ce niveau-là, et étaient aidés notamment par leur roster, leur effectif finalement, qui est assez grand quand on pense à Capella, à John Collins, mais aussi à DeAndre Hunter, exactement. Alors qu'on salue Biotime38 qui nous rejoint, n'hésite pas à nous donner tes avis dans le chat comme d'habitude. Mais à côté, Boston, c'est un client, c'est la première équipe de la ligue à la protection du rebond de ce côté-là du terrain, puisqu'il ne concède seulement que 24% de rebonds offensifs. Donc il va y avoir vraiment une baston à ce niveau-là, peut-être un avantage de taille, du coup, comme on le disait du côté d'Atlanta. À côté de ça, je trouve que l'avantage du nombre, pour le coup, est du côté des Celtics, avec peut-être toute cette pléthore d'ailiers, et même des arrières plutôt grands, qui peuvent aussi aller aider du côté du rebond. Je pense notamment à Malcolm Brogdon, qui n'est pas le dernier des arrières dans ce domaine-là. Et puis aussi, une autre chose intéressante à noter, je trouvais dans cette bataille du rebond offensif, c'est que on a bien évidemment Al Horford du côté des Clippers, qui évolue énormément à l'extérieur en tête de raquette. Est-ce que Capella ou Okongwu sont vraiment capables encore, surtout pour Capella, parce que c'était vraiment son avantage il y a de cela quelques années, mais avec les blessures c'est quand même beaucoup moins vrai. Est-ce qu'il est encore capable de se mouvoir vraiment pleinement dans le périmètre? Est-ce que on va avoir un jeu finalement
du côté des Celtics de réussir à sortir les intérieurs des Hawks pour enlever leur avantage ou du moins gagner cette bataille à l'intérieur. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble intéressant dans la série ? Est-ce que tu vois d'autres choses que j'aurais pas forcément relevées à ce niveau-là du point de vue de la bataille du rebond ? Bah déjà pour la bataille du, enfin effectivement pour la bataille du rebond, le truc qui dans le tirage a un côté un petit peu pas de chance, je trouve oui, je vois les commentaires aussi. Pour les Hawks, c'est que ils sont tombés sur Boston qui a une grosse rotation d'intérieur, qui est capable de jouer très physique. Et je pense qu'on peut se souvenir de la série l'année dernière contre les Bucks ou même la série contre le Heat qui demandait un engagement énorme et ils ont cette capacité, surtout si Rob Williams joue, à être une des équipes qui sécurise le mieux le rebond de la ligue, là où l'attaque des Hawks est assez dépendante de cette capacité à se procurer des actions supplémentaires. Je crains sincèrement que cet avantage-là, qui était probablement leur plus gros avantage, ne joue pas dans cette série et que du coup, bah, le déséquilibre qui se joue entre les équipes sur d'autres compartiments du jeu n'en soit que exponentiel, quoi. L'autre déséquilibre qui est potentiellement exponentiel, et je rebondis parfaitement sur ce que tu me sers, mais c'est forcément le côté défensif du côté des Hawks. Comme le disait Antoine, en fait, il y a un moment, je pense qu'on ne va pas tourner autour du pot 150 ans, sur qui tu planques Trae Young. Est-ce que tu as une idée, Jérémy ? Est-ce qu'on peut envoyer cette vidéo au coaching staff de l'Atlanta et se faire payer très cher avec une idée lumineuse, histoire de ramener un peu de pognon chez QI ? Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas vraiment de solution. Après, non mais bon, on peut se dire que Trae Young, dans l'idée, tu le mets sur Derrick White ou Marcus Smart ou des joueurs qui n'ont pas un énorme volume de jeu. Maintenant, le problème, c'est qu'il peut être impliqué dans des situations et très probablement que de toute façon, on va les forcer à faire du switch ou à mettre Trae Young dans les écrans de manière à profiter de cet avantage-là. Les Hawks sont pas 21e, 22e defensive rating pour rien. Il y a des gros manques. Il y a le problème Trae Young. Il y a aussi le fait que finalement, leurs ailiers qu'on présentait parfois comme de très bons défenseurs, je pense à DeAndre Hunter, ne sont pas ce qu'on aurait espéré qu'ils soient. Et du coup, tactiquement, ça va limiter les choix de Quinn Snyder. Alors que en face, Joe Mazzulla, lui, a toutes les options qu'il veut et probablement mais qu'il a trop d'options offensives à faire jouer. Donc le différentiel est énorme et je vois mal les Hawks vraiment tirer leur épingle du jeu, quoi. D'autant plus, moi j'ai envie de dire vis-à-vis de la défense des Hawks qui déjà a la peine, d'autant plus que face au jeu offensif très en mouvement et très collectif des Celtics, ça demande quand même des capacités particulières défensivement. Il suffit pas juste d'être bon potentiellement sur le point of attack. Déjà que c'est potentiellement une problématique du côté des Hawks, mais ce sera encore plus sur le QI défensif, sur la défense collective. Et là, j'ai l'impression que c'est encore plus une faiblesse pour ces Hawks-là. Je vois à peu près que Dejounte Murray qui peut peut-être être intéressant dans ce secteur, mais c'est évidemment pas suffisant face à la puissance de feu de Boston. Est-ce que finalement, à partir de ce moment-là où on a une différence aussi forte et un avantage aussi fort pour les Celtics de ce côté-là, est-ce qu'on n'a pas un peu tout dit sur la série ? Oui, bah, je crois qu'on l'avait pas mis à la fin déjà pour rien. On savait que c'était un petit peu une des séries qui pouvait tourner au blowout assez facilement. En fait, il y a juste un compartiment de jeu dans lequel le gap est énorme. Il y a une équipe qui est élite des deux côtés du terrain. Il y a une autre qui est bonne d'un côté et qui est médiocre de l'autre et qui n'a toujours pas trouvé finalement le moyen de monter une défense dans les moyennes de la ligue. En plus de ça, on a vu l'équipe manquer quand même de cohésion pendant une bonne partie de l'année. Elle n'a jamais vraiment réussi à lancer une période de 10-15 matchs où on s'est dit ah ça y est, il y a peut-être des solutions qui se mettent en place. Et je pense pas que c'est à ce moment-là de l'année et contre l'armada de Boston que les solutions vont arriver, quoi. Malheureusement, après peut-être pour amener une note un petit peu plus positive quand même malgré tout, et pour surtout se dire, bon, ça peut quand même être une série fun à voir aussi, de se dire que
offensivement, si par exemple Trae Young avait été parfaitement ciblé par la défense du Heat la saison passée avec un mélange de switch, de stunt pour l'empêcher de driver et surtout impliquer, responsabiliser ses coéquipiers en pariant sur le fait que eux n'arriveraient pas ni à créer les décalages ni à shooter au-dessus d'une efficacité moyenne tout simplement et à raison. Là, il y a eu des ajouts assez intéressants. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, mais oui, effectivement, là, il y a l'arrivée de Dejounte Murray qui te permet d'avoir un second porteur de ballon très dangereux. Il me semble que l'année dernière, Bogdanovic n'était pas là, ou en tout cas pas à son plein niveau, et que lui aussi est un porteur de ballon. Néanmoins, en fait, ça résout toujours pas, on va dire, la partie où tu n'es pas capable, toi, de faire des stops, en fait. C'est sûr. J'essaye d'être un petit peu optimiste, Jérémy. Oui, excuse-moi, je sape tout. Non, mais oui, c'est vrai. Mais non, mais alors, je regarde pas, non, mais je regarde l'effectif et je me dis, le problème étant qu'en plus, quand tu vas solutionner les problèmes éventuellement offensifs que tu pourrais avoir avec des schémas de jeu qui vraiment vont rendre la vie trop compliquée à Trae Young, le problème c'est que les joueurs que tu fais rentrer souvent sont des joueurs que tu peux cibler de l'autre côté du terrain. Donc je me dis, compliqué quoi. C'est vrai, Antoine, qui essaye un petit peu quand même lui aussi de nous tendre des solutions intéressantes, nous dit, c'est en deux parties je dirais quand même, est-ce que tu pourrais pas faire de la next defense comme ce que Ben Taylor montrait pour Jokic en rajoutant les Celtics sont pas forcément la meilleure équipe en termes de circulation de balles. Moi c'est vrai qu'il y a quand même ça à voir du côté des Celtics je trouve, pour nuancer un petit peu et peut-être nuancer l'aspect rouleau compresseur offensif chez Boston. Ça, ils ont potentiellement cette tendance, notamment les Jazz Brothers, hein, les deux ailiers stars des Celtics, ils peuvent avoir tendance à un petit peu vampiriser la gonfle parfois, et ça peut tuer un petit peu le mouvement des Celtics. Dans ce cas-là, c'est vrai que malgré tout, il n'y a pas beaucoup de défenseurs sur le point of attack, donc je ne sais pas si c'est très intéressant. Côté Hawks, encore moins à l'aile, je trouve. Tu parlais un petit peu de DeAndre Hunter qui est moins prometteur ou un petit peu décevant. Après, il y a eu les blessures qui l'ont effectivement un petit peu arrêté, peut-être, mais c'est vrai qu'il est assez décevant. Ouais. Et après, l'idée de faire une défense en mouvement, on parlait de la next defense citée par Ben Taylor. On vous invite dans les commentaires YouTube, je mettrai le lien dans la description, dans les commentaires YouTube, pour que vous puissiez aller voir un peu de quoi il s'agit. Mais effectivement, en fait, de faire des rotations d'équipe entières après une prise à deux ou un switch pour pouvoir en fait permettre de faire le moins de distance possible. Excusez-moi, je tape le micro. Le moins de distance, de parcourir le moins de distance possible pour ensuite retrouver la personne ouverte. Ça peut être quelque chose, mais c'est quand même des défenses qui demandent énormément de QI, d'efforts et de préparation. Les Hawks sont pas vraiment ce niveau-là, mais ce serait magnifique. J'aimerais beaucoup qu'ils y arrivent. On est assez pessimiste. Jérémy, on espère quand même voir des belles choses. Moi, je pense aussi peut-être quelque chose qui peut être intéressant vis-à-vis de cette série, c'est de vérifier peut-être l'état de forme d'un joueur comme Al Horford, qui est malgré tout vieillissant, qui a 37 ans, qui fait une saison un poil en deçà de sa saison dernière, alors qui était exceptionnelle, vraiment des playoffs magnifiques, donc forcément ça pouvait que être un petit peu moins bien. Mais je me dis ça peut être intéressant de vérifier ça, parce que là pour le coup Trae Young peut avoir une cible en la personne d'Al Horford, et je me dis que ça peut aussi lever des questionnements et soulever peut-être des réassurances du côté de Celtics, en tout cas vérifier un petit peu ce genre de point de vue. Ouais, non, effectivement, d'autant que j'ai l'impression qu'ils sont toujours pas sûrs d'avoir un Rob Williams tous les soirs et qu'il soit vraiment à son plein potentiel, et le fait que Al Horford fasse son âge un petit peu cette année, c'est peut-être des éléments qui peuvent ouvrir des options pour attaquer à Horford, ou même juste dans cette bataille du rebond dont on parlait, où finalement on se rendrait compte que finalement les Celtics sont peut-être moins dominants qu'on s'y attendait dans ce compartiment du jeu. Euh, c'est peut-être des pistes et des choses qui peuvent s'ouvrir au fur et à mesure de la série pour Atlanta, s'ils arrivent à mettre en place, on va dire, quelque chose de compétitif avec une vraie communication et des rotations, on va dire, solides en défense. On n'est pas convaincu là-dessus, je pense, au vu de leur saison, mais
Pourquoi pas si on est optimiste. Et Antoine rebondisait sur, enfin, aller dans le même sens que toi vis-à-vis de la Oui. communication et autres, en disant, mine de rien, entre Hunter, Bay, Collins, Griffin, tu as de la taille. Le problème, c'est la communication et la défense sans ballon. Ils se sont fait prendre sur un certain nombre de backdoor cuts par le hit, et c'était pas un grand hit loin du ballon. On est assez d'accord avec ça. On le voit forcément, un des avantages du côté des Hawks défensifs qui sera très difficile de compenser, d'autant plus que voilà, l'attaque des Celtics semble bien à même de rester très performante face à ces Hawks-là. Finalement, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter avant peut-être de passer au prono? Non, pas réellement. Je réfléchissais un peu sur la notion de coaching et finalement, qu'est-ce que pouvait apporter dans ce changement de saison le fait d'avoir Quinn Schneider maintenant en playoff. Maintenant, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, on a déjà vu des changements, notamment sur le fait qu'il a appuyé sur les qualités de l'équipe. Et je crains qu'on ne voit pas plus tant qu'il n'a pas eu un training camp avec ce groupe-là et qu'il n'a pas pu vraiment implanter sa main. Donc, bon, je pense qu'ils seront un peu courts, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, et que la série peut uniquement s'emballer s'ils arrivent sur les premiers matchs à faire un petit coup d'éclat, quoi. Un pronostic, bon du coup comme tu avais la parole, je vais m'y tenter. Est-ce qu'on voit quand même les Hawks en prendre un? Ouais. Voilà. Alors, franchement, s'il y avait une série où ça pouvait finir pour moi En en sweep? 4-0, c'est celle-là. Je vois bien les Celtics arriver très, très concentrés et plier ça, quoi. Pour être tout à fait honnête, en début, quand j'avais pas trop pensé à la série, tout ça, c'est celle un peu que j'avais le moins travaillé, malheureusement, pour des raisons de temps, parce que je me tape aussi les montages, etc. Donc c'est un petit peu compliqué. Je me disais, quand même, parce que j'avais vu le play-in, je me disais, tiens, Atlanta, c'est quand même sympa, là, offensivement, avec Quinn Snyder. Il y a vraiment des trucs que je trouvais pas mal. Et puis c'est vrai qu'en fait, quand tu réfléchis, quand tu refais un petit peu la preview, etc., et plus ça va, plus tu te dis, oui, il y a toujours cette problématique de triangle, cette problématique défensive, etc. Et ça devient compliqué d'imaginer qu'ils puissent vraiment affleurer suffisamment. Peut-être des Celtics qui seraient pas assez en forme et qui, sur les premiers matchs, galéreraient un petit peu. On parlait quand même des difficultés, notamment de Jason Tatum à 3 points et des difficultés d'efficacité de Jalen Brown. Peut-être que cette remise en rythme des deux côtés se passe mal et ils ont tendance à un peu vampiriser la gonflée. Ça peut se jouer, mais malgré tout, voilà, ce serait un match, 2 matchs. Je vois pas les Celtics galérer plus que ça. Tout à l'heure, Hurle Ciel, qui était avec nous et qu'on salue bien sûr, parlait peut-être de la profondeur des Hawks, mais là encore, tu tombes pas dans la bonne série, quoi. La profondeur de C'est Boston. ça. Ah, t'as le roster le plus profond de la ligue, là, je pense, Ouais. où tu peux aligner des joueurs qui ont vraiment leur place, des fois plus haut dans un organigramme d'une autre équipe. Donc, non, non, ils sont trop deep et en plus, ils arrivent globalement quand même assez en forme. Donc, il n'y a même pas, comme par exemple chez les Clippers, de petites absences qui peuvent te laisser penser que il y a une opportunité à jouer pour l'adversaire, quoi. Si les résultats des All-NBA tombent pendant la série que Jalen Brown n'y est pas, Atlanta a toutes ses chances. C'est peut-être le plus gros motif d'espoir, surtout que, spoiler alert, il n'y sera pas. Enfin, vraiment, je ne le vois pas. Mais donc voilà, ouais, bon, je vais peut-être mettre un 4-1. Allez, moi je vais mettre un 4-1 en pariant sur voilà, une concordance de un match difficile du côté des Celtics, notamment les stars, la remise en rythme, tout ça, un truc un peu, il vampirise un peu la gonfle, Jalen Brown fait un peu trop de hero ball, un peu inefficace. À côté, Trae Young, ça attaque peut-être certainement bien Lorford qui est un peu en galère ou quoi. Je me dis bon allez, il y en a un, ça peut passer un. On va éviter de pronostiquer un sweep. Je sais pas d'ailleurs si on pronostiquerait un sweep. Peut-être les Bucks face aux Bulls ou aux Heat. Mais voilà, en tout cas, on est un petit peu pessimiste pour cette série et un peu à l'instar de Philadelphie face aux Nets. Ça risque d'être assez déséquilibré malgré tout, mais comme finalement une série de top seed face au 8e, au 7e, je trouve que c'est finalement assez logique. Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus, Jérémy? Bah, je
pense, ouais, je pense, c'était une série, où on savait qu'il y aurait quand même pas énormément d'éléments. On a eu, quand même 2 autres séries avant qui étaient peut-être un petit peu plus fournies. Donc je pense qu'on peut clôturer pour ce soir.